Alors le titre choisi pour ces échanges ce soir, c'est Romain Gary à Sofia, de l'expérience totalitaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai le grand plaisir de vous présenter Monsieur Kervin Speer. Donc, cher Kervin, vous êtes écrivain et haut fonctionnaire. Vous êtes diplômé de Sciences Po Aix et docteur en littérature française de l'université Sorbonne Nouvelle. Après avoir donc soutenu votre thèse de doctorat sur l'œuvre de Romain Gary et collaboré à son édition dans la bibliothèque de la Pléiade, je vais d'ailleurs vous présenter les volumes que j'ai ici, que vous pouvez donc emprunter chez nous à la médiathèque, à l'Institut français donc, de la Pléiade. Vous avez publié aux éditions Gallimard ce qui sera bientôt une trilogie, puisque le 3e volume est attendu pour cet hiver 2025. Enfin, il y aura 2 étapes, en tout cas, si vous nous direz un peu plus, vous nous donnerez un peu plus de détails, qui sont publiés donc chez Gallimard. Donc, le premier volume, Monsieur Romain Gary, consul général de France. Et puis un 2e volume, en attendant le 3e, Monsieur Romain Gary, écrivain, réalisateur. Vous pouvez également emprunter ces ouvrages au sein de notre médiathèque. Mais comme nous allons aussi évoquer certains aspects de l'œuvre de Romain Gary, en particulier sa correspondance diplomatique, je voudrais aussi évoquer ce travail tout à fait pionnier et réalisé par Madame Haina Karcheva, que je salue, qui est avec nous ce soir. Je vais donc le lire je vais le lire en bulgare. Roman Gary i Franskata diplomaticheska pochta. Je ne sais pas si je prononce bien, mais vous avez donc la correspondance diplomatique de Romain Gary qui a été donc traduite en bulgare, correspondance absolument passionnante et qui sera un des points forts de nos échanges aujourd'hui. Alors, cher Kervin, encore mille merci d'être venu ici à Sofia et d'avoir accepté de participer à cette semaine consacrée à Romain Gary. Et vous dire aussi qu'après ces rencontres, nous aurons aussi la projection d'un film, un film documentaire intitulé Le Libraire, qui a été réalisé par Catherine Bernstein et par Monsieur Assem Vladimirov, que je salue également, qui est dans la salle et qui, après nos échanges, dira quelques mots sur le documentaire qu'il a réalisé autour de Romain Gary. Romain Gary, donc, à Sofia, ce film documentaire intitulé Le Libraire. Alors j'espère n'avoir rien oublié et je crois que nous allons maintenant commencer nos échanges. Cher Kervin, j'aurais une première question qui est une question, je dirais, un peu de fondement, on va dire, fondamentale. Pourquoi Romain Gary ? Pourquoi Romain Gary ? Merci à vous, monsieur l'ambassadeur. Merci au service de l'ambassade et en particulier à l'Institut français et à vous, cher Luc Lévy, pour ces échanges qui nous animent depuis quelques mois maintenant autour de la préparation de cette rencontre qui aurait fait, je crois, grand plaisir à Romain Gary, que l'on parle 70 ans après sa présence à Sofia, de ce qu'il a pu vivre en Bulgarie pendant 2 ans, de ce qu'il a pu écrire à la fois dans les dépêches et dans ses romans. Et c'est l'articulation entre les deux qui m'intéresse, ces allers-retours, ce palimpseste entre la dépêche et le roman que j'ai trouvé un petit peu comme fil d'Ariane de mon travail sur Romain Gary. Mais pour répondre directement à votre question, c'est avant tout une passion de lecteur. C'est une passion de lecteur qui me place davantage de votre côté que de ce côté-là de la salle, qui m'anime depuis maintenant une 15aine d'années. Et j'ai eu la volonté à la lecture de l'œuvre de Romain Gary, à l'âge de 18 ou 20 ans, La promesse de l'aube, La vie devant soi, Les cerfs-volants, une œuvre éminemment romanesque, éminemment poétique. J'ai eu la volonté de mettre en exergue sa pensée politique. Et pour ce faire, d'aller vers les archives, d'aller vers les correspondances privées, d'aller vers les témoins, pour comprendre l'articulation entre l'œuvre et la vie de cet écrivain. Et c'est là que m'est apparue de manière éclatante sa pensée politique. Entre son activité de diplomate et précédemment son engagement, son éthique de l'action
à travers ses faits d'armes dans la résistance, les 15 ans qu'il aura passé dans la diplomatie, et les textes politiques qu'il aura pu nous livrer tout au long de son œuvre, à travers le journalisme, à travers des entretiens, à travers tout un matériau qui est un petit peu dans l'ombre de ses romans. Et j'ai eu la volonté de retracer un petit peu la topographie de sa conscience politique, qui passe par Londres en 1940 et qui passe par Sofia entre 1946 et 1948. Qui est le berceau de son expérience confrontée au totalitarisme soviétique. Et c'est pourquoi c'est une étape extrêmement importante de sa formation intellectuelle, d'une œuvre naissante, et qu'il est très heureux que l'Institut français le mette à l'honneur à l'occasion des 100 ans de l'Alliance française. Merci beaucoup. Alors peut-être pourriez-vous nous en dire plus, d'abord, je dirais son entrée au Quai d'Orsay. Alors bon, le mariage avec Leslie Blanch, on l'a déjà évoqué. Et dans quelles conditions il arrive à Sofia? Comment se passe l'installation? Peut-être même ses premières observations. Voilà, si vous pouvez nous dire quelques mots. Alors, l'entrée au ministère des Affaires étrangères, l'entrée de Romain Gary au ministère des Affaires étrangères ne dépend pas de ce qu'on appelle le grand concours. C'est davantage un concours de circonstances en réalité. C'est à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le constat fait par la France libre d'une administration qui s'est en partie compromise sous le régime de Vichy et la volonté de relever la tête, d'assurer une politique étrangère de la France qui relève la tête et qui assume pleinement aussi d'être en partie issu de la France de la résistance. Et c'est pourquoi, par la volonté du général de Gaulle, il y a la création de ce qu'on a appelé un cadre complémentaire, un mode de recrutement singulier et temporaire pour pourvoir aux emplois épurés à la libération et en même temps au rétablissement des relations diplomatiques rompues en grande partie pendant la guerre et également à l'instauration de nouvelles organisations internationales, en particulier des Nations Unies. Donc un besoin démographique qui concerne à peu près 200 agents, 200 à 250 agents de l'administration des affaires étrangères. Et Romain Gary, à ce titre, conseillé par Raymond Aron, qui était le rédacteur en chef de la revue de la France Libre, pose sa candidature au Quai d'Orsay. Alors quand on s'intéresse à cette période de l'histoire administrative, c'est en réalité une plongée dans l'histoire politique. Parce que s'intéresser au dossier personnel du diplomate Romain Gary, c'est constater qu'à 30 ans à peine, lorsqu'il pose sa candidature, il parle déjà 5 langues, en réalité, le lituanien, le polonais, le russe, le français et l'anglais. Il est marié depuis quelques mois avec l'écrivaine britannique travaillant pour Vogue, Leslie Blanch. Et il a, selon son dossier de candidature, la commission qui s'est prononcée sur son cas, de magnifiques titres de guerre. Candidat de grande classe, écrit la commission de recrutement. Mais Romain Gary est naturalisé français de très fraîche date en réalité, quelques années à peine. Il s'appelle d'ailleurs Roman Katchev de Gary. Et à faire parler les archives qui sommeillent à la Courneuve pour le dossier personnel du diplomate, on se rend compte qu'il y a cet arrêté de nomination qui égrène une centaine de noms qui date du printemps 1944, avec, pour le rédacteur de l'administration centrale, en marge des annotations écrites au crayon gris, la suggestion d'un poste, d'une affectation. Et pour Romain Gary, c'est le seul nom de la liste à qui est associé un point d'interrogation. Parce qu'on ne sait pas, pour l'administration française, utiliser cet agent polyglotte, marié à une étrangère, naturalisé de très fraîche date, écrivain, primé depuis quelques mois avec le prix des critiques. Et finalement, il faudra attendre février 1946, donc près d'un an et demi, et de longues tractations pour que Romain Gary, qui voulait rejoindre Londres, il voulait être conseiller culturel à Londres auprès de son épouse, soit finalement envoyé à Sofia. Il y arrive seul, en l'absence de Leslie Blanch, à travers un long périple, et aussitôt, très peu de temps après son arrivée à Sofia, il fait l'unanimité en réalité à l'allégation. Il sert un ambassadeur qui devient un grand soutien dans l'administration, Jacques-Émile Paris, et je me permets de vous lire
ce qu'il écrit de son agent nouvellement arrivé dans sa fiche de notation, un mois à peine après son arrivée. Débute dans la carrière diplomatique, se montre très soucieux de bien faire et possède toutes les connaissances de base nécessaires pour réussir. Monsieur Gary, grâce à la réputation que lui valent ses brillants services de guerre et son talent d'écrivain, s'est acquis en très peu de temps une situation extrêmement favorable à Sofia. Il a pu en particulier nouer dans les milieux intellectuels bulgares des relations qui seront certainement des plus utiles. Sa connaissance approfondie des langues slaves lui facilite l'accès des cercles que la légation ne touchait jusqu'ici que difficilement. Je me félicite à tous égards de sa désignation à ce poste. Et c'est un jugement que ne démentiront pas les fiches de notation 47, 48, qui feront de Romain Gary un agent reconnu de son administration, qui cherchera à le tester sur d'autres postes par la suite. Et tout de suite, il y a la volonté de l'ambassadeur de confier la rédaction du poste, des dépêches comme des rapports annuels à cet agent qui vient d'arriver en Bulgarie. Romain Gary devient la plume du poste, en réalité. Par ses contacts, par son habileté, son acuité sociale, il réussit à pénétrer les cercles intellectuels qu'évoque l'ambassadeur Paris, davantage que ne le font d'habitude les deuxièmes secrétaires d'ambassade. Il y a la barrière de la langue et il y a le jeu des chancelleries, délégations. Il y a ce jeu à huis clos dans un régime qui bascule vers le totalitarisme, qui réfrène les relations humaines. Et la notoriété de l'écrivain Romain Gary agit comme une protection. En réalité, une immunité littéraire qui lui permet d'aller vers ce milieu intellectuel, de nouer des contacts et de comprendre parfaitement et de le restituer à travers des dépêches les réalités sociales à l'œuvre en Bulgarie, parce que les contre-pouvoirs sont du côté des intellectuels. Ce qui se joue alors, c'est un régime démocratique de façade avec Dimitrov. Petkov est encore leader du parti agrarien, il a des responsabilités et peu à peu, autour de ce séjour bulgare qui va durer 2 ans, il va y avoir ce rouleau compresseur soviétique qui va éliminer les opposants, désignés à la hâte à travers des procès politiques qui vont conduire à des exécutions, dont Romain Gary va rendre compte au jour le jour à travers des dépêches absolument bouleversantes et sur lesquelles je reviendrai. Et il y a cette marche de l'histoire autour de ce point de bascule dont le diplomate Romain Gary rend compte et qui sert aussi de matériau littéraire au roman qu'il écrit alors. Oui, et comme vous avez évoqué la dimension, comment il a pu utiliser sur le plan littéraire, je vais peut-être citer ce que j'ai retrouvé dans La nuit sera calme et qui résume, je pense, très bien ce que vous disiez de ce qu'il ressentait en étant en Bulgarie. Et il écrit ceci, il dit « Les hivers étaient éblouissants de pureté, le pays très beau, le peuple d'une très grande gentillesse. Les gens disparaissaient, on n'en entendait plus parler. Certains réussissaient à fuir, tel Moloff, qui s'était fait expédier par bateau de Varna à Marseille, dans une caisse, comme graine de tournesol. Comment il a fait pour tenir 15 jours dans cette caisse ? J'en rêve encore. Il y avait des femmes aux yeux superbes, des réceptions où il ne fallait demander des nouvelles de personne, des intrigues amoureuses dont chaque mot était répété à la milice, des diplomates bulgares de l'ancien régime conservés encore pendant quelque temps à titre de trompe-l'œil, qui pâlissaient lorsqu'un diplomate occidental venait leur dire quelques mots. L'un d'eux, conseiller à la Régence, avait réussi à faire partir sa femme pour Rome. Il s'est ensuite jeté par la fenêtre du palais du gouvernement à Sofia. Et sa femme, en l'apprenant, s'est jetée par la fenêtre de son hôtel à Rome. C'était une histoire d'amour communiste. On retrouve, je crois, tout l'esprit de Romain Gary. On retrouve son esprit, son humour d'ailleurs, son humour noir, mais qui permet de se relever de toutes les situations, de tous les déterminismes. C'est le ressort de la création littéraire chez Romain Gary et c'est le ressort de son existence, de se relever de tous les écueils avec cet humour. Et il y a aussi cet antitotalitarisme
dont Romain Gary a conscience très tôt. Il emploie le mot d'ailleurs dans certaines de ses dépêches, en parlant de la mainmise soviétique sur Sofia comme étant une démocratie totalitaire. Il emploie l'adjectif totalitaire avant même le livre d'Hannah Arendt sur les origines du totalitarisme. Et il y a également ce qui forge une forme d'anticommunisme en France, mais un anticommunisme idéologique, en réalité, du côté des libertés individuelles, de la société civile, car se rendant compte de ce qui est à l'œuvre derrière le rideau de fer, Romain Gary, parmi le champ intellectuel, est extrêmement marginal, en réalité. Et dans les romans qu'il écrit alors, Le Grand Vestiaire en particulier, qu'il écrit à Sofia, et qu'il situe dans le Paris d'après-guerre, il y a cette conviction qu'il fait passer auprès du lecteur français, qui a voté majoritairement communiste en 1946, le PCF est le premier parti de France, il y a cette conviction qu'il y a un danger idéologique. Et je vais vous lire également cette citation que l'on trouve dans le Grand Vestiaire, et qui dit en substance que certains, à la connaissance des résultats, s'étaient brûlé la cervelle, s'étaient jetés d'un pont sous la Seine, ou alors avaient couru pour s'inscrire directement au parti. Kervin, vous évoquiez la dimension, je dirais, sa réflexion sur ce qu'était le totalitarisme. Et puis, comme on a pu l'entendre dans l'entretien qu'il accorde pour la télévision canadienne, il avait une forte empathie, il aimait les gens, il a eu des amis, il a dit « j'ai eu Nicolas Petkov comme ami ». Et je voudrais prendre une citation en fait, de sa correspondance diplomatique où il évoque la mémoire, en quelque sorte, de Nicolas Petkov. Et il dit « apparemment », c'est dans sa correspondance diplomatique, il ne s'est trouvé personne parmi les responsables pour relever que l'exécution de Petkov ne constituerait point un défi à l'Occident, mais un certain nombre de valeurs universelles, et ça je trouve que c'est très fort cette formule, péniblement acquises par l'humanité, et qui ne deviendront vraiment occidentales, il met des guillemets à occidentales, que lorsqu'elles auront été chassées de partout ailleurs. Car un des efforts les plus fréquemment tentés en ce moment est de minimiser l'importance du drame en arguant de son caractère balkanique. Cela consiste à dire « ces gens-là sont des balkaniques, leurs politiques ont toujours été sanglantes, il s'agit simplement d'une question de tempérament et non de régime. » Il se peut que cet événement ne provoque, dans les masses fatiguées que l'on dit saturées d'horreur, aucun mouvement d'indignation, mais il est possible également que les peuples ne perdent jamais cette faculté de s'indigner qui est bien la noblesse de notre condition. Et c'est dans la correspondance diplomatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relativisme culturel, qu'il y a la conviction que le jeu démocratique ne se jauge pas sur une question de maturité de la population, mais que ce sont des valeurs humanistes en réalité. Et dans cette série de dépêches que vous citez, qui ont donné lieu à une publication en Bulgarie, mais qui sommeillent en France dans les archives diplomatiques, ce sont également des pans de littérature. Je me souviens de la dépêche rendant compte de la pendaison de Petkov, et Gary écrivant dans cette dépêche, ce jour-là, il neigeait. C'est la chute. Comme si, dans un recommencement sans cesse renouvelé, d'une fatalité face au déterminisme politique, eh bien, la nature effaçait les choses et qu'il fallait se relever d'un deuil. Et il y a chez Gary cette conviction très grande que les idées demeurent, et contemplent les hommes, qu'il y a une permanence de la pensée, des valeurs. C'est ce qu'il nous dit également dans un de ses romans les plus beaux et les plus forts, Les Cerfs-Volants. Et c'est une conviction qu'il a forgée par les discussions qu'il a pu avoir ici à Sofia, par cet esprit salvateur et vivifiant de la confrontation entre les hommes, lorsque les langues les séparent, lorsque les patries les séparent. Il a cette conviction que les idées circulent et demeureront. C'est une idée qui le range du côté des écrivains humanistes européens, profondément antitotalitaires, et qui place le pouvoir de l'esprit plus haut que tout face aux contingences politiques. Et je vous invite
peut-être à lire ce passage qui continue en fait voilà, l'expression de cette indignation. Alors il évoque les autres grands procès qui auront lieu en Europe centrale. Je pense à ce paragraphe, c'est aussi dans la correspondance, c'est dans La nuit sera calme. Parfois ça se heurte à l'honneur d'être un homme, à la fierté, à la dignité, au culte du soi. Quoi ? C'est alors Kostov refusant de confesser pour sauver sa tête. Le document le plus abject que j'ai vu, c'est la confession politique de Slansky. Pendant que le procureur communiste dénonçait ce judéo-traître, Slansky arborait un sourire d'une telle tristesse qu'on peut vraiment se demander si cela vaut encore la peine d'être un homme. Et il y a cette alternance dans l'esprit de Romain Gary qui le place du côté des grands écrivains slaves, à la fois très slave et très... paradoxalement, mais cela fait aussi partie de son identité intrinsèque, très slave et très méditerranéen. Cet aller-retour, en réalité, ce cheminement de la pensée de Romain Gary sur une ligne de crête, entre exaltation et mélancolie, entre espoir et désespoir. Il y a la conviction sans cesse renouvelée qu'il y a au bord du précipice eh bien encore une faculté d'exaltation, encore une faculté d'émerveillement, mais que le précipice est bien là. Très slave, mais aussi peut-être très proche d'une certaine façon de Victor Hugo. Dans La vie devant soi, le livre de référence, c'est Les Misérables. Et je pense que la question de l'empathie, le fondement en fait de l'œuvre Les Misérables, c'est quelque chose qui le marque aussi. Donc je pense qu'il y a aussi cette tradition française, enfin de la grande littérature française. Et je disais méditerranéen en pensant à Camus. Ça le place du côté de Camus, mais tout à fait, Romain Gary, lors de ses exercices de style, tout jeune enfant en Lituanie, cherchant un pseudonyme, songe à celui de Victor Hugo. Et lorsqu'il nous livre La vie devant soi, il nous dit bien que c'est là les misérables du XXe siècle. Il y a clairement une volonté d'être du côté de la détresse sociale, d'être du côté de la société, d'être du côté, comme le dira Camus à la tribune de l'Académie royale de Suède en 1957, de ceux qui subissent l'histoire davantage que de celui qui la font. D'être du côté de ceux qui subissent l'histoire davantage que du côté de ceux qui la font. C'est la phrase de Camus qui me semble la plus forte de ce discours de réception du Nobel et correspondre tout à fait à l'esprit dans lequel Romain Gary se place, alors que lui a vu à l'œuvre la construction de la politique étrangère pendant 15 ans, a participé à l'écriture de l'histoire. C'est dans le champ littéraire, c'est par l'expression romanesque et poétique qu'il a là le champ des possibles le plus grand, en réalité. Puisque vous évoquez Albert Camus, si vous voulez bien lire cette préface qu'il avait rédigée pour l'édition américaine de La Peste, où il évoque Albert Camus. Il est très difficile, curieusement, de se rappeler les paroles d'amis disparus. C'est qu'on ne fait pas trop attention quand ils sont présents. Je me souviens du sourire de Camus et de la gravité de son visage. Les deux expressions se succédaient parfois en quelques secondes, bien mieux que de sa conversation. Je n'ai jamais fait grand cas des paroles, de toute façon, mais maintenant que sa voix s'est tue, les mots ne me font que mieux sentir à quel point elles me manquent. Il me semble toutefois me rappeler qu'il disait « Non, en fait, rien de bien important. Juste qu'il y ait des vérités qui valent qu'on meure pour elles, mais aucune qui vaille qu'on tue en leur nom. » C'est alors qu'il écrivit La Peste. Et il y a cette conscience du monde que lui offre la diplomatie, qui range Romain Gary peut-être du côté d'Atlas, d'une figure proche d'Atlas, avec cette conscience du monde, cette conscience des lois historiques, cette conscience de ce qui est à l'œuvre alors en Europe, Atlas qui endosse le poids du monde, et c'est parce que, endossant le poids du monde, il a la volonté sans cesse renouvelée de le réinventer et de le réenchanter, qu'il est peut-être aussi proche d'Atlas que finalement de Prométhée. Si on revient à son séjour à Sofia, il y a aussi les choses de la vie, si je puis dire.
Et il y a aussi un épisode qui est maintenant bien connu, et peut-être vous pourriez évoquer, disons, les tentatives de manipulation. Je crois que le public connaît bien cette histoire, mais peut-être la raconter un petit peu, et puis comment peut-être il a réinventé tout ça, je ne sais pas. Enfin, à vous de nous dire. C'est un prélude au libraire, alors, dont la grande force est de nous révéler, ce qu'écrivent alors les services soviétiques de la manipulation du compromat, en réalité, dont Romain Gary est victime. Romain Gary a une influence qui dépasse les cercles de délégation, est au contact de la population civile bulgare, des cercles intellectuels, et se lie d'amitié avec une jeune bulgare, finalement, qui devient sa maîtresse, en l'absence de Leslie. Mais aussi, faut-il dire, et ces quelques cartes de vœux nous montrent, surtout celle-ci, qui est plus tardive, combien finalement le couple Romain Gary-Leslie Blanch étaient deux univers adossés l'un à l'autre, qui avaient pour conviction profonde qu'ils allaient bâtir ensemble une œuvre pour l'éternité. Et cette cohabitation entre deux imaginaires les conduisait souvent à être séparés l'un de l'autre, à vivre loin l'un de l'autre. Le traitement du diplomate Romain Gary finançant avec beaucoup de générosité, y compris après la fin de leur histoire, finançant les voyages de Leslie pour se documenter, écrire ses livres, qui elle-même avait une inspiration au contact de l'Orient, au contact de ses voyages, et qui ne se privait pas d'avoir de nombreux amants. Et Romain, en Bulgarie, a eu notamment une maîtresse qui s'est révélée être manipulée par les services soviétiques. Et je ne veux pas trop dévoiler le contenu du libraire, mais ce qui est assez symptomatique finalement du panache de Romain Gary, c'est la façon dont il a assumé la tête haute ce compromat. Cette compromission, jusque dans l'intime, dans la nudité des corps, d'une fonction officielle, Romain Gary l'assumera, tant vis-à-vis des services soviétiques, qui se montreront menaçants, que vis-à-vis du Quai d'Orsay, de son administration, et de son chef de poste, l'ambassadeur Paris. Puisque, nous dit-il plus tard, il exigera finalement à ce qu'on recommence cet exercice charnel et qu'on lui envoie la fille de tel ministre, qui peut être plus inspirante encore, du ministre de l'Intérieur, justement. Et c'est là tout le panache du diplomate Romain Gary qui rompt les codes du langage diplomatique, du langage, dit-on tout court, pour montrer que, et c'est votre première question, cher Luc, il représente aussi, avec une forme de verdeur, c'est le mot qu'il emploie, une France courageuse et virile qui est celle de la résistance. Et ce qui lui permettra d'assumer, de relever la tête, de rester en poste et de dire plus tard, soutenu par son administration, que c'est une administration qui ne lâche pas. Et concernant Romain Gary diplomate, j'aimerais bien avoir votre point de vue, puisqu'il y a bien sûr l'étape fondamentale, comme on l'a dit, en Bulgarie, puis il va continuer pendant 15 ans une carrière diplomatique. On a eu parfois des regards, et encore aujourd'hui peut-être, il y a des regards un peu partagés sur son impact, le rôle qu'il a pu jouer pour la diplomatie. Il était en même temps un très grand romancier, il a été scénariste, etc. Est-ce qu'il a été un dilettante? Est-ce qu'au fond, il avait vraiment sa place? Avait-il une légitimité? Certains, à l'époque, se posaient la question. Aujourd'hui, je crois que la question n'est plus posée. Mais pourriez-vous nous dire un peu plus sur cela et votre analyse, comme vous avez lu avec beaucoup de précision, notamment sa correspondance diplomatique en Bulgarie, mais aussi lors des autres postes diplomatiques? Alors on va vers la sociologie administrative pour dire que le diplomate Romain Gary, et c'est l'expression du directeur du personnel Vimont, a posé un délicat problème d'utilisation. C'est les mots qu'il lui écrit en 1964 pour lui expliquer qu'il n'y a pas de poste à sa mesure en réalité. Il lui aura fallu des soutiens, en particulier celui de l'ambassadeur Henri Opnaud, pour avoir une carrière plus sereine que ne laissait présager ses débuts dans la carrière.
J'ai évoqué ce point d'interrogation auquel renvoyait le nom de Romain Gary en 1944-45. Beaucoup de postes lui seront refusés, en particulier la Grèce. Il sera barré pour Moscou. Effectivement, l'ambassadeur sur place voyait d'un mauvais œil cette candidature, disait-il, la candidature d'un Bulgare. Mais Romain Gary, finalement, a trouvé sa place au ministère des Affaires étrangères. Il y est resté 15 ans. Il aura servi brillamment dans des fonctions de représentation. Le plus souvent, 3 ans à New York, comme porte-parole de la représentation permanente de la France, 4 ans à Los Angeles, en tant que consul général, et il aura de lui-même quitté l'administration au moment, en 1960, où il aurait été le plus aisé pour lui de recourir au soutien du général de Gaulle pour avoir un deuxième consulat général. Il espérait l'Italie, pour avoir peut-être une première ambassade. Il se sera toujours refusé à compromettre son gaullisme de la résistance, son côté français libre, la seule communauté physique à laquelle j'appartienne à part entière, nous dira-t-il. Et il aura servi, à mon sens, très utilement la position de la France. Et c'est le fait de l'écrivain, Romain Gary. C'est le fait du diplomate polyglotte, pénétrant les cercles intellectuels, invité dans les universités, invité dans les think tanks anglo-saxons. Mais c'est aussi la notoriété de l'écrivain qui veut qu'un jour, en 1958 pour la première fois, et à plusieurs reprises par la suite, Life Magazine, tirant à plusieurs millions d'exemplaires, lui commande un reportage sur ce qui est perçu aux États-Unis comme un putsch militaire. Le putsch du 16 mai 1958, avec le retour du général de Gaulle aux affaires. Et il y aura un diplomate usant aussi de sa notoriété d'écrivain, de sa plume d'écrivain, pour réhabiliter l'image d'une France largement écornée par l'affaire algérienne. Romain Gary aura servi la diplomatie avec panache, et je crois que la diplomatie aura profondément servi l'œuvre de l'écrivain Romain Gary en lui fournissant des sources fiables et précoces par rapport au totalitarisme soviétique, on l'a dit, par rapport à ce qui se trame derrière le rideau de fer. Il aura fait son retour du RSS bien avant Gide, et il aura, alors que la classe intellectuelle française se sera beaucoup corrompue à travers des illusions idéologiques et une conscience politique de gauche, très marquée par le PCF et par l'empreinte de Moscou et du stalinisme, Romain Gary n'aura jamais versé de ce côté-là, et ça ne fait pas pour autant de lui un écrivain de droite. C'est un écrivain qui était marqué par une mystique de gauche. C'est un écrivain qui dédie son deuxième livre, Tulipe, qui paraît en 1946, à Léon Blum. Le Léon Blum du Front populaire, mais aussi l'éphémère président du Conseil sous la 4e République, en 1945, après son retour des camps de concentration. Et Romain Gary a cette conscience qui le rapproche de la société civile, davantage que de l'ordre établi, pour être un peu manichéen, et ce sera finalement une sorte de gaulliste de gauche par la suite. Et toute son œuvre est marquée par une géopolitique forgée par les sources que lui offriront les postes dans lesquels il aura exercé. Et ce qui m'a fasciné, c'est de travailler sur ce palimpseste, disais-je, sur cet aller-retour entre la dépêche et le roman, pour voir la corrélation entre l'arrière-plan historique antitotalitaire de Sofia et le roman qu'il écrit alors. On l'a dit, Le Grand Vestiaire, un livre sur le Paris d'après-guerre, et également Les Couleurs du Jour en 1952, sur le seul bataillon français engagé en Corée pour combattre, sous mandat des Nations Unies, l'impérialisme de Moscou. Il y a cette géopolitique de la pensée de Gary que l'on retrouve aussi à travers Les Racines du ciel, son Goncourt 1956, qui va être très marqué parce qu'il aura perçu des négociations sur les indépendances africaines et nord-africaines aux Nations Unies, sur l'activisme de jeunes leaders formés dans les universités occidentales, auxquels il confrontera en tant que diplomate la ligne de politique de Paris, et en même temps le danger que recèle une indépendance trop clamée
est trop, finalement, trop bafouée par ces mêmes leaders indépendantistes qui invoqueront le concept du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, écrit Romain Gary, pour mieux disposer à leur profit de ces mêmes peuples et des ressources de ces pays. Il y a cette géopolitique de l'œuvre de Romain Gary, très marquée par son expérience de diplomate, qui fait de lui un écrivain profondément politique, et il y a un glissement à mesure que Gary quitte la diplomatie. Je crois que en 1960, après 15 ans de service, il perd aussi un cadre qu'il aura tenu dans une forme de tension d'écriture, qui l'aura contraint à un exercice extrêmement dur et rigoureux envers soi-même. Il abandonnera cette partie-là de son œuvre, pour aller vers des thèmes plus poétiques, plus évocateurs, plus impressionnistes. Il passera au théâtre, il passera à l'essai, il passera à la nouvelle, des formes plus brèves aussi. Il se cherchera longuement dans cette décennie 1960. Et il ira sous la plume d'Émile Ajar vers des thèmes beaucoup plus intrinsèques qui questionnent l'homme, des questions de société en réalité. La prostitution, l'avortement, la question de l'euthanasie, de la fin de vie, autant de thèmes dont regorge l'œuvre d'Émile Ajar, avec ce glissement de la géopolitique vers les questions de société. Ce qui est amusant, c'est que j'ai remarqué que sur cette carte postale, je ne sais pas si vous avez remarqué le titre de l'ouvrage qu'il tient entre ses mains, c'est Les temps modernes, fondé donc par Jean-Paul Sartre. Et donc ça, c'est en 1946-47. Et dans la correspondance diplomatique, effectivement, il évoque souvent Léon Blum, et il fait référence à Léon Blum à plusieurs reprises. Mais si on pense à son influence et à l'importance qu'il a eue, comme nous sommes ici à Sofia en Bulgarie, peut-être pourriez-vous nous dire quelques mots sur Tsvetan Todorov qui évoque Romain Gary et l'importance qu'il accorde à Romain Gary. Oui. Peut-être un mot sur Sartre. Sartre qui écrivait au sujet de Romain Gary dans les temps modernes, à la parution en France en 1945 de Éducation européenne, qui écrivait « Il faudra attendre quelques années pour savoir si ce livre sera le grand livre de la résistance ». C'est une critique qui avait beaucoup marqué Gary. Et se dévoilant à travers Tulipe en 1946, à travers Le Grand Vestiaire en 1948, et surtout à travers Les Couleurs du jour en 1952, comme un écrivain anticommuniste du point de vue français, il s'éloignera, enfin du moins cette nomenclatura intellectuelle française le désignera comme un paria des lettres françaises, ce qui fera beaucoup souffrir Romain Gary. Et je crois aussi que c'est la diplomatie qui l'éloignera de cette sociologie littéraire de Saint-Germain-des-Prés en réalité, et il aura cette volonté en 60 de se rapprocher de Paris. Tsvetan Todorov a consacré une grande part de ses travaux à la pensée antitotalitaire et s'est choisi un héros qui est Romain Gary. Avec Nancy Houston, qui lui a consacré un livre, Tombeau de Romain Gary. Ils ont contribué très clairement, et parmi les premiers, avec Dominique Bonnat, dès les années 1980, à l'émergence de Romain Gary comme une figure intellectuelle. Alors, en France, comme une figure intellectuelle française. C'est-à-dire que Romain Gary, étant tenu éloigné des lettres françaises, étant marginal politiquement, s'étant parfois corrompu du côté du pouvoir par le service de l'État perçu comme tel par la classe intellectuelle, par sa proximité avec le général de Gaulle dans la décennie des années 60, Romain Gary on lui réfutait ce statut d'intellectuel. L'école de l'histoire culturelle de Sciences Po Paris ne retient pas Romain Gary au rang des intellectuels français. Il n'y a pas d'entrée Romain Gary dans le dictionnaire des intellectuels, dans le siècle des intellectuels, qui est un livre de référence. Romain Gary est cité très marginalement à 2 reprises, pour le prix des critiques 1945 et pour son Goncourt en 1956, mais alors qu'il a tous les éléments pour avoir la légitimité d'être reconnu au rang des intellectuels, à savoir un homme du culturel en présence
de thèse politique. On lui réfute ce statut, et c'est Tzvetan Todorov, Nancy Houston, Dominique Bonnat par son travail de biographe, qui permettront, dans les années 1980, de faire émerger la conscience politique et géopolitique du diplomate Romain Gary. Ils l'auront fait en 80, dans les années 80, contre toute une génération qui désignait Romain Gary comme un auteur de romans de gare en réalité. Toute une génération très perplexe face à une imposture littéraire qui n'en est pas une en réalité, qui voudra qu'un auteur se soit réinventé sans cesse sous d'autres identités pour se délier justement de ces étiquettes sociales, de ces étiquettes culturelles et de ces étiquettes politiques. Au début de notre conversation, j'ai brièvement de nouveau évoqué Leslie Blanch. Donc, comme vous savez, nous avons consacré notre première soirée à la, si je puis dire, nous avons rendu hommage à Leslie Blanch. Mais peut-être pourriez-vous nous dire aussi quelques mots sur le rôle qu'elle a joué pour Romain Gary. Vous avez écrit un texte consacré aussi à un court texte très beau consacré à Leslie Blanch. Alors, peut-être juste nous dire votre perception à vous. Comment... J'ai beaucoup de tendresse en réalité pour Leslie Blanch, qui a joué un grand rôle, qui est évidemment dans l'ombre de Jean Seberg, mais qui a eu une forme d'ascendance sur Romain Gary, parce que de 10 ans son aîné, elle avait une œuvre déjà reconnue et établie, et un statut social à Londres lorsqu'ils se sont rencontrés. Elle était journaliste pour Vogue, on l'a dit, ses livres étaient publiés à Londres et à New York, bientôt adapté au cinéma, et elle avait une grande acuité sociale. C'était un personnage volubile, très fin, charismatique, avec une grande aura, qui permettait aussi à elle, l'épouse britannique, de représenter la France dans les cercles délégation. Et elle le faisait avec panache, couvrant également son mari, dans des moments où, se sentant délié de ses obligations professionnelles, il pouvait prendre quelques libertés avec le cadre administratif des affaires étrangères. Elle le couvrait, l'a fait grandir comme écrivain, et c'est là son plus grand cadeau, et pour l'éternité. Elle l'a fait grandir en relisant ses textes par-dessus son épaule, en étant fièrement à ses côtés, y compris lorsque le spleen s'emparait de l'écrivain Gary, qui pouvait s'enfermer plusieurs jours dans le plus grand désespoir. Mais elle était aussi une forme de poil irritant pour Gary. Gary cite, lors de son séjour à New York, ce journaliste qui venait interroger sa femme et qui, le voyant dans le salon, lui dit « Alors, quel effet cela fait-il d'être le compagnon d'un écrivain célèbre ?» Et à Gary de répondre « Demandez à ma femme ». Il y avait une forme de rivalité, mais une rivalité très saine, parce que les imaginaires sont si singuliers entre eux qu'il ne s'agissait pas de trouver un bon mot à la place d'un autre. Il s'agissait de se soutenir dans l'entreprise la plus sensible et qui exacerbe le plus l'âme humaine, qui est celui de se confronter à la page blanche, à une toile, à un exercice de projection hors de soi, d'abstraction en réalité. Et en cela, leurs deux tempéraments se sont tenus mutuellement compagnie et ont grandi ensemble. Et par sa générosité, je tiens à rappeler également, comme je l'ai dit, que Gary a financé l'œuvre de Leslie finalement, lui permettant de voyager dans les années 40, dans les années 50, seul, de voyager en Orient, de voyager en URSS, pour trouver le matériau de sa fiction. Et au moment de se séparer, en 1960, alors qu'il venait de rencontrer une jeune actrice de 21 ans, Jean Seberg, il relit les épreuves, les sabres du paradis, et lui dit cet immense compliment, Tolstoï, vous avez fait votre grande œuvre. Il se vous voyait d'ailleurs. Il y avait, je pense, un couple auquel j'ai tenu à rendre hommage. Vous avez cité cet article de la NRF, merci à vous, parce que j'ai un immense regret qui est de ne pas avoir rencontré Leslie.
J'ai commencé la lecture de l'œuvre de Romain Gary à l'âge de 18 ou 20 ans, au moment même où elle disparaissait à l'âge de 103 ans. Et elle était non loin de moi, à Menton, alors que j'étudiais à Aix-en-Provence, déjà sur les pas de Romain Gary. Elle est décédée à Menton, dans ce qui était devenu son refuge, non loin de Roquebrune. Cette petite maison de village, une forme d'étable, que le couple s'était choisi comme refuge, en parcourant l'Europe comme les États-Unis. Et c'est un des lieux qui est le plus marqué, à mon sens, de ce qu'était cette histoire commune entre Leslie Blench et Romain Gary. Et ce qu'il en reste, puisque ni l'un ni l'autre de leur fête, non de sépulture, c'est ce lieu qui est marqué de leur présence. C'est ce vieux village de Roquebrune, ce vieux village moyenâgeux au-dessus de la baie de Menton, entre Menton et Monaco, qui est marqué de leur présence et de l'humilité de leurs conditions aussi. Et on avait questionné, c'est Leslie qui avait fait le choix d'ancrer quelque part leurs valises et leurs œuvres respectives. La femme de l'ambassadeur Henri Opnaud leur avait demandé mais à quoi cela sert-il, parcourant le monde, d'avoir la clé de quelque part? Et Romain avait répondu, justement, j'aurai au fond de ma poche une clé qui me rattachera à quelque part. Et je crois que Leslie a aussi ancré Romain dans des lieux. Elle lui a donné une famille et un ancrage, alors qu'il était véritablement un nomade lorsqu'ils se sont rencontrés. Elle lui a offert un foyer, et ce qui lui a permis de bâtir ensemble une œuvre commune. On va laisser un peu le temps aux questions pour nos amis, pour le public présent ce soir, mais peut-être une toute dernière question de ma part. Vous avez parlé de vos 18 ans. Cet après-midi, vous avez eu un échange avec des lycéens du lycée Lamartine. Donc ma question, c'est pour les nouvelles générations, que doit représenter Romain Gary? Que peut représenter Romain Gary? Eh bien, c'est la quatrième génération qui continue à lire Romain Gary. Antoine Gallimard me disait que, à l'égal de Camus, c'était l'auteur de sa génération qui continuait à être lu, qui inspire des écrivains et qui continue à être traduit. On citait le cas de l'Italie qui s'intéresse à l'œuvre de Romain Gary. Je crois que c'est un écrivain profondément humaniste européen, doté d'un humour juif, qui le rapproche aussi des lettres anglo-saxonnes et qui l'éloigne des lettres françaises, une figure iconoclaste et une figure héroïque en quelque sorte. Un héroïsme qui verse dans l'action comme dans les abstractions. Et c'est une œuvre protéiforme, sans cesse recommencée, extrêmement poétique, qui a une vraie valeur universelle et qui place plus haut que tout le devenir de l'homme. Romain Gary nous le dit, l'homme se fera. Il a la conviction qu'il a une œuvre à livrer pour l'humanité et pour les générations futures. Et il le dit d'ailleurs, cherchant à échapper aux étiquettes, il regrette de devoir publier de son vivant. Il préférerait émanciper son œuvre. Et je crois qu'il y a des codes et des clés qui nous sont livrés, et à parcourir vie et œuvre, on réunit une même éthique envers l'homme, ce qui est extrêmement rare. Je terminerai peut-être de mon côté par pour aller dans le même sens, une citation que j'ai trouvée aussi de Romain Gary, toujours dans La nuit sera calme, et que je trouve d'une grande actualité. Il dit la chose suivante: ce qu'il y a de frappant dans l'accélération de l'histoire que nous vivons, c'est que cette vitesse vertigineuse à laquelle le monde court vers l'avenir s'accompagne d'une absence de contrôle sur la direction de marche. Voilà, donc je crois que Romain Gary nous parle aussi en 2024. Merci beaucoup, on va vous applaudir. Et je propose donc un échange avec vous. Voilà, nous attendons vos questions. Merci.
marche, oui. Ce n'est pas une question, c'est un très très grand merci. Moi j'ai fait mes études de littérature au tout début des années 80, donc sous le signe du structuralisme, pour qui effectivement la vie de l'écrivain on met à part. Et très exactement ce que vous avez évoqué, à savoir qu'effectivement, je me souviens que Romain Gary, bon, c'est un écrivain, mais c'est bien gentil, mais ça va pas très loin. Et donc je vous remercie beaucoup, parce que là je découvre vraiment, et je remercie Luc, je découvre vraiment la grosse lacune qui est la mienne, et je vais très très vite m'emparer de ce pléiade. Non, je découvre effectivement une pensée que je ne soupçonnais pas, même si on avait un peu échangé avec Luc, et grâce à toi, j'avais vu effectivement des extraits qui m'avaient vraiment beaucoup à la fois questionné et parlé. Hein. Donc, c'est pas une question, mais c'est un très très grand merci. Alors, comme nous sommes dans les remerciements, bien sûr, je remercie Kervin, mais je voudrais aussi remercier, je l'ai déjà dit, mais c'est important, je crois, de le souligner, je voudrais aussi, et je crois que Kervin partagera mon sentiment, je voudrais aussi remercier Sofia et la Bulgarie, au fond, de nous accompagner pour redécouvrir l'œuvre de Romain Gary. Il y a une question de Madame. Puisque vous êtes biographe, combien de romans a-t-il écrit exactement et à quelle cadence, par exemple? Un roman par an, 2 par an, puisqu'il était déjà diplomate et c'était son métier d'être diplomate la journée. Peut-être qu'il écrivait la nuit, je suppose, je ne sais pas. Les nuits étaient longues. Oui, la nuit était longue, oui. Romain Gary a écrit une trentaine de livres à l'échelle de sa vie. Les 15 ans dans la diplomatie, c'est 6 livres à peu près. Et le rythme s'est accéléré évidemment à mesure qu'il s'est délié de ses obligations professionnelles. C'est-à-dire qu'il a attendu d'avoir ce qui est le plus rare pour un écrivain, du temps, c'est-à-dire de l'argent, pour être indépendant. Il a attendu ses succès littéraires, le Goncourt 1956, Les Racines du ciel, succès commercial, succès de librairie, pardon, de La promesse de l'aube, et les adaptations cinématographiques par Hollywood de ses romans, pour se délier de sa vie officielle et se consacrer pleinement à son œuvre. Je crois qu'il serait hasardeux de dire qu'il écrivait tôt le matin. Je crois qu'un écrivain écrit tout le temps. Il a besoin de discipline. Mais je sais, par les témoins plus tardifs, je n'ai pas retrouvé des témoins de la période bulgare, mais de la période américaine de Gary, on me disait qu'à chaque instant, une idée lui venait. Il pouvait griffonner au restaurant, au revers d'un menu, sur une nappe, sur une serviette, ne serait-ce que des titres de livres. Il pouvait s'enfermer dans son bureau pour écrire des livres. Pardon. Il pouvait s'enfermer dans son bureau pour écrire des livres. N'entendez plus. Et ce qui était assez fascinant, c'est que les dépêches du diplomate étaient souvent reléguées à ses fins de journée. Pardon. Les dépêches du diplomate étaient souvent reléguées à ses fins de journée. Là où finalement il n'y avait plus de visiteurs dans la légation, il retenait son secrétariat pour dicter ses dépêches qu'il livrait avec une très grande vision et une très grande précision. Et il était capable, tout en ayant dicté un texte de plusieurs feuillets, de dire revenez au 3e paragraphe, la 2e ligne, voilà, la place de la virgule, il faut la changer. Donc il y avait en réalité chez Romain Gary, ça ne veut pas dire que par son œuvre romanesque il négligeait son travail de diplomate, bien au contraire. Je crois que son travail littéraire lui forgeait une très grande capacité de concentration et de livrer l'essence même de sa pensée en un effort tout mesuré finalement. Bonsoir, on a évoqué l'amitié avec Petkov.
Est-ce que l'on sait si Romain Gary s'impliquait vraiment, peut-être même profondément dans la vie des personnes qu'il a côtoyées en tant que diplomate, ou est-ce qu'il a toujours gardé quelque chose d'une distance qui était nécessaire pour son métier? Est-ce qu'il a essayé de prendre parti peut-être dans certaines situations? Bien sûr, il a permis l'exfiltration de certains Bulgares par la valise diplomatique, se mettant en danger, puisque l'immunité est toute relative dans ces cas-là. Il a exfiltré des dissidents politiques. Il n'a rien pu faire pour Petkov. Sinon, eh bien, par le jeu des dépêches, lui rendre justice à sa pensée, à sa perspicacité, à son audace et à son courage. C'est ce que reflète cette correspondance diplomatique. Il parle d'idéalisme, alors que pour le procureur de son procès politique, il s'agit d'une compromission à l'égard de l'Occident. Romain Gary s'est engagé personnellement, est sorti de son rôle pour toujours servir ceux qu'il côtoyait et leur tendre la main. C'est ce que reflètent les dépêches, ces quelques témoignages aussi, dont on a eu un écho encore avec des personnes qui m'ont écrit pour me dire que Romain Gary était venu en aide à telle ou telle famille. Et c'est extrêmement à l'honneur de la diplomatie et de la position du poste que de l'avoir fait et d'en avoir donné les moyens à son deuxième secrétaire. Et peut-être une citation, encore une fois, toujours tirée de sa correspondance diplomatique. Il écrit, je pense que ça doit être en 1947, la chose suivante, et cela souligne effectivement combien il cherche à analyser, à comprendre les enjeux en Bulgarie et les enjeux politiques. Et il en tire une réflexion. Il dit « De ce qui précède, on serait tenté de déduire que la Bulgarie n'est pas mûre pour un régime de démocratie occidentale. On pourrait conclure que le peuple est politiquement trop arriéré pour que cette démocratie puisse être instaurée. Ceci serait une erreur absolue. Individuellement, les électeurs bulgares possèdent un sens politique très développé qui ne diffère en rien de celui que possède un électeur de n'importe quel pays de l'Occident. Ce qui a toujours été politiquement arriéré en Bulgarie, ce sont les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir. Ils sont entièrement à blâmer de la perte totale de confiance en lui-même dont fait preuve aujourd'hui l'électorat bulgare. » Et donc il évoquait cette période charnière où effectivement le jeu électoral ne fonctionnait plus et où au fond on disait voilà, la Bulgarie n'était pas mûre pour la démocratie et cela donnait des arguments à ceux qui voulaient faire basculer le pays dans un autre sens. Mais je pensais que c'était intéressant de lire ce passage. Je me permets de citer également le jugement porté par son chef de poste, l'ambassadeur Paris, à son départ en mars 1948. Agent de grande valeur, d'une culture étendue, sur le plan professionnel comme sur le plan humain, a conquis l'estime et la sympathie de tout ce qui compte à Sofia. Son départ constitue une grande perte pour le poste. Sa connaissance des langues et de la mutualité slave en faisait un auxiliaire irremplaçable. Et c'est confirmé aussi par Leslie Blanch. Elle parle des pleurs, des larmes en fait de Romain Gary lorsqu'il doit quitter la Bulgarie. On voit une autre carte postale où ils sont emmitouflés, donc ça c'est le moment du départ, et combien cela avait été difficile pour eux de quitter Sofia, et qu'il en avait été très malheureux pendant des années. Et d'ailleurs ça l'a poursuivi, il est revenu sur ce sujet à plusieurs reprises. Donc c'est un pays pour lequel il a eu des sentiments très forts. Et sentiments très forts, hostiles à l'égard du stalinisme et de Moscou, et ne voudra aucunement y être nommé lorsqu'il en est question par la suite. Je l'avais déjà évoqué, mais c'est ce qui lui permettra de dire assez souvent, il aimait dire « Moi, je ne suis pas anticommuniste, je n'ai jamais été communiste ». D'autres questions ? Nous avons encore un peu de temps. Peut-être ce que j'aimerais évoquer, alors on va peut-être s'éloigner de la
Bulgarie. On a évoqué donc effectivement son travail de diplomate en Bulgarie, mais peut-être aussi évoquer les autres étapes, le travail qu'il a pu faire aussi aux États-Unis, ailleurs, enfin les moments marquants, non pas seulement en tant qu'écrivain, mais en tant que diplomate et bon diplomate. Alors, allons directement à Los Angeles, si vous le permettez. En plus que vous nous y invitez. Parce que, déjà, en aparté, je ne me considère pas comme biographe ayant une vérité à dire sur Romain Gary. Je cherche davantage à provoquer des émotions et des sensations dans cette trilogie, qui emprunte à la fiction également, qui est une trilogie littéraire. Et pour ce faire, je n'ai pas cherché à faire un portrait officiel de Romain Gary à travers un livre qui fasse autorité, mais davantage à évoquer des séquences de vie. Et j'ai hésité, je dois vous l'avouer, quant à la première séquence. J'ai hésité, et il m'intéressait beaucoup de travailler sur Sofia, la période bulgare. Mais on n'a pas assez de matière en réalité pour documenter ce qui pouvait être la vie au quotidien de Romain Gary à Sofia. Et il me semblait que le véritable point de bascule de son existence comme de son œuvre était un petit peu plus tardif. Il y avait une forme de continuum entre l'engagement dans la France libre et les premières années dans la diplomatie, jusqu'au péril de sa vie, et que ce point de rupture était un petit peu plus tardif, et se situait dans la période américaine lorsque Romain Gary prend les fonctions de consul général de France à Los Angeles. Il arrive à Los Angeles en février 1956, après une année de césure qui lui aura permis d'écrire Les Racines du ciel, d'achever le roman des Racines du ciel, puisque c'est un texte qui porte pendant 4 ans. Et il aura la volonté, il n'est pas encore l'écrivain à succès que lui conférera ce prix Goncourt 1956, il a encore la volonté d'être un diplomate assumant avec conscience la ligne politique de la France, qui est celle de la 4e République, qui est une ligne qui maintient à bout de bras les colonies en Afrique du Nord, et en particulier en Algérie, et d'une entrée en guerre, d'une entrée de l'Algérie dans une guerre qui ne dit pas encore son nom. Et Romain Gary doit assumer cette France-là. Au moment où il est appelé, à Los Angeles, on engage la jeunesse française dans des opérations de maintien de l'ordre en Algérie, au péril d'une génération. Et ce qui m'intéressait, c'est cette tension qu'on a entre un écrivain conscient de son destin, qui va peu à peu larguer les amarres pour tout brûler derrière lui et se sacrifier pleinement à la littérature, et ce jeu de croisement avec le délitement de la 4e République, qui se fourvoie en Algérie, qui fourvoie sa diplomatie, qui est condamnée aux Nations Unies. La France est condamnée aux Nations Unies par des résolutions de l'Assemblée Générale sur l'Afrique noire et l'Algérie. Il aura vécu tout cela, il aura incarné cette ligne politique de la 4e République. Et il y a ce jeu de croisement autour de cette période californienne, 1956-1960, qui cristallise le portrait d'un homme. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les premières dépêches adressées par le service de presse de l'ambassade qui se situe à New York et qui inonde les rédactions du Los Angeles Times, du Herald Tribune, du Los Angeles Chronicle, qui inonde les rédactions d'une biographie complètement bidonnée, qui nous dit Romain Gary est né à Nice, il est de confession catholique, il est licencié en droit, et en réalité le macartisme est encore présent aux États-Unis. Le macartisme est encore présent, et on camoufle les origines slaves du diplomate Romain Gary, on passe sous silence sa judéité, et c'est à ce moment précis, 4 ans plus tard, à la sortie de ce poste, qu'il va assumer la tête haute, ses origines, sa judéité, les humiliations et les brimades qu'il aura traversées à travers son portrait le plus sensible, qui est La promesse de l'aube. Et pourquoi y a-t-il eu cette mue entre son arrivée en 56 et son départ de la diplomatie en 60? Gary le justifie en disant que ses succès littéraires le protègent, en réalité. Et c'est ce Romain Gary-là
ce point de bascule, en réalité, qui m'importait de mettre en lumière à travers le récit de son poste à Los Angeles, le récit de ce jeu de balançoire, de cette ligne de crête dont je parlais, de cette exaltation et de cette mélancolie, de cet espoir et de ce désespoir, qui m'importait de rendre compte à travers la petite musique d'une époque, qui est celle de l'Amérique finissante d'Eisenhower, qui va bientôt élire Kennedy, qui est celle de la 4e République finissante, qui va bientôt porter au pouvoir le général de Gaulle en 1958. Et c'est ce point de bascule de l'histoire qui m'importait de décrire, puisque c'est aussi un récit sur l'époque, par le jeu d'un diplomate, loin de Paris où paraissent ses romans, mais qui se débat pour assumer la tête haute, une ambition dévorante, tout en ne négligeant pas ses fonctions. Et c'est ce point de bascule-là qui me semblait cristalliser son portrait. C'est pourquoi je suis rentré dans cette trilogie par M. Romain Gary, consul général de France, que le deuxième opus s'intéresse davantage à l'influence, non pas le côté gossip de la vie conjugale Gary-Seberg, mais bien davantage l'influence artistique et littéraire de Jean Seberg sur l'œuvre de Romain Gary, et que le troisième opus s'intéressera, lui, à cette dernière bascule, cette affaire Émile Ajar, cette tension dramatique autour de la course au Goncourt 1975, et cette volonté, dans le plus grand secret et le parfum de la clandestinité, de recréer une toute autre œuvre. Y a-t-il une question, monsieur l'ambassadeur? Merci. Non, d'abord, un très grand merci à Kevin Speer et puis à vous, monsieur le directeur de l'Institut, pour cette initiative de cyclotoconférence aussi qui s'inscrivent dans un symbolisme très fort qui est le 145e anniversaire de notre relation diplomatique. Donc, quel hommage on pouvait rendre de mieux à un diplomate, écrivain, que de choisir les figures de Romain Gary. Il était en poste ici. Moi, j'ai une question à savoir, parce que là, on parle beaucoup de Romain Gary, mais vu sous l'angle de ses supérieurs, vu sous l'angle de son contexte français. Est-ce qu'on a des témoignages, en dehors d'une photo apparemment compromettante dans les dossiers de la sécurité des services, est-ce qu'on a des témoignages soit administratifs, soit témoignages de politiques ou d'écrivains de cette époque, bulgares, des témoignages bulgares qui donnent peut-être pas forcément une autre perception, qui viennent compléter la vision qu'on peut avoir, nous, côté français, de Romain Gary, notamment concernant son empathie à l'égard de la population? On a une opposition diamétralement inverse quant au jugement porté sur les services soviétiques, que nous révèle d'ailleurs le documentaire Le Libraire, avec des écrits totalement inédits qui ont été expurgés des archives et qui qualifient notamment Romain Gary d'écrivain médiocre. Ce qui montre comment, dans un régime totalitaire, on cherche à atteindre ce qu'il y a de plus inatteignable finalement, qui est l'image d'un rêve humain, l'image d'une abstraction, l'image d'une voix. Et c'est par le discrédit porté à son œuvre qu'on cherchait à atteindre le diplomate Romain Gary. Après, ayant le regret de ne pas parler la langue bulgare, je ne me suis jamais confronté personnellement aux archives à Sofia, mais je suis sûr qu'on y trouverait beaucoup. Une autre question. Sinon, moi, j'en aurais peut-être une toute... Ah, madame. Monsieur Lévy, il y a 2 jours, vous m'avez conseillé de poser ma question à Monsieur Speer parce qu'il est un grand explorateur approfondi de la vie et de l'œuvre de Romain Gary. Ma question, c'est la suivante. Quelles sont les relations entre Romain Gary et général de Gaulle? Parce que Romain Gary a dit que le général de Gaulle est une extravagance de l'histoire dont la France a pu en profiter. Merci. D'abord, merci de dire explorateur, ça me touche beaucoup. C'est un très beau mot. C'est un continent,
dans le cas de Gary, ce sont plusieurs continents même. Donc il y a des arrière-plans historiques dont il faut s'imprégner, la musique d'une époque. C'est l'expression la plus juste, et peut-être que je vous l'emprunterai à l'avenir. En réalité, on ne savait pas grand-chose de la relation entre le général de Gaulle et Romain Gary. Sinon les textes qu'il avait livrés pour Life Magazine dans la décennie 58-69, jusqu'à 70 à la mort du général. Je suis allé aux archives nationales où sommeillait sa correspondance personnelle. En réalité, à chaque livre écrit par Gary, il adressait un envoi au général avec une dédicace très personnelle. Et je me suis dit, et on a les réponses du général de Gaulle qui lisait véritablement les livres. On a une photo de presse datée de 1967, où sur le bureau du général à l'Élysée, au moment de la guerre des 6 jours, on a un exemplaire de la danse de Gengis Khan. On voit sur la photo. Et je me suis dit que ça ne pouvait suffire. Et je suis allé du côté des archives de la Fondation de la France Libre. Je suis allé du côté des archives de la Fondation Charles de Gaulle. J'ai expurgé les agendas du général de Gaulle pour voir s'il y avait une rencontre entre les deux hommes. Et il y en a eu. 1er janvier 1957. Romain Gary vient d'avoir le prix Goncourt pour Les Racines du ciel. Il est à Paris pour être honoré par le milieu littéraire. Et il sollicite un entretien, une entrevue avec le général qui est alors en retrait, qui fait sa traversée du désert. Et j'ai retrouvé, place du Panthéon à Paris, le petit billet pneumatique que Gary, au sortir de cet entretien, adresse à Malraux. Et il lui dit que c'était un échange d'écrivain à écrivain. Et en réalité, c'est comme cela que je vais vous répondre. C'est vous dire l'estime que l'un avait envers l'autre. Parce que, d'abord, le général de Gaulle est un écrivain en retrait de la vie politique, lorsque, par le truchement de Malraux, Gary revient vers lui, vers ce grand chancelier de l'ordre de la Libération qui a fait Romain Gary compagnon et Français libre. Et Malraux va demander un service à Gary en lui demandant de relire la traduction américaine des Mémoires de guerre. On est en 54. Plomb les publie en France, et c'est très singulier pour un écrivain de se prononcer sur la valeur littéraire d'une traduction, d'une œuvre politique, finalement. Et ce qui m'a frappé, c'est que Romain Gary s'est plongé très précisément dans ce texte, et qui nous livre une vision mystique de la France, à travers le portrait qu'il en fait dans La promesse de l'aube, qui ressemble beaucoup à l'ouverture des Mémoires de guerre du général. Et donc il y a une conviction mystique charnelle, idéalisée de la France, qui rapproche les deux hommes. Et de Gaulle lui-même, dans les lettres sur lesquelles je me suis beaucoup penché pour les faire parler, interrogeant le moindre mot, la moindre expression par rapport au phrasé du général, quand il lui écrit « c'est fort, c'est très fort, et pour cela on vous en voudra beaucoup au sujet de tel livre », c'est un de Gaulle intime qui s'exprime. Et j'ai eu la volonté de mettre en scène dans mon deuxième livre leur relation, non pas à travers des fragments de correspondance, mais en empruntant à ces correspondances des bribes de conversation et en les insufflant dans des scènes de dialogue. Et par le jeu des agendas, on a par exemple en décembre 1960, Romain Gary rendant visite au général, il vient déjeuner dans les appartements privés de l'Élysée. L'ambassadeur Alphand, qui est en poste à Washington, est également là pour assister à la conversation. Et il est question de l'Amérique de Kennedy, qui vient d'être élu et qui n'est pas encore investi président. Et il y a dans cette conversation que nous rapporte Alphand dans ses mémoires, eh bien de Gaulle qui dit face à Gary que finalement un homme politique n'a pas d'emprise sur l'histoire, que ce sont les écrivains qui la font. C'est ce que nous a dit le ministre de la Culture hier, avec ces mots, en nous disant que l'époque serait peut-être davantage lue par la noblesse des lettres bulgares que par les contingences des alternances politiques, si je ne trahis pas sa pensée. Et c'est la conviction qui est également celle de Gaulle, qui montre l'immensité d'une conscience politique et en même temps
les infirmités d'un grand écrivain, se prêtant au jeu littéraire par le jeu de ses mémoires de guerre et de ses mémoires d'espoir, mais n'ayant pas les moyens de larguer les amarres par rapport à ses engagements pour se consacrer pleinement à son œuvre. Il est fascinant de plonger dans la bibliothèque du général, d'y retrouver les envois de Gary. Une autre source m'a été très utile pour comprendre la proximité entre les deux hommes, c'est le témoignage de Malraux, qui nous livre dans Les chaînes qu'on abat ce magnifique texte qui rend compte des visites à Colombey-les-Deux-Églises après la retraite politique du général, et croisant les correspondances, croisant les agendas, croisant ce qui est capable de livrer comme message intime un général fendant l'armure face à un Malraux, j'ai imaginé ce que pouvait être leur conversation à l'égard des 3 chapitres que j'y consacre. Il y a ce déjeuner dans les appartements privés du général. Il y a également un déjeuner plus officiel avec le ministre des PTT et Jean Seberg, après leur mariage. Yvonne Le Gaulle y veille, en demandant à l'aide de camp s'ils sont bien mariés. Et puis il y a cette phrase, dit-on malheureuse, du général en 1967, les Juifs, peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. On sait quelques semaines plus tard que Romain Gary était invité à l'Élysée à l'occasion de la cérémonie de la soirée des arts et des lettres. Et je le décris à gare, dans les salons de l'Élysée, cherchant la silhouette de 2,10 mètres du général, dépassant de la foule, lui tapant sur l'épaule et lui disant « Mon général, les Juifs ». Parce que cela a heurté Gary. Cela a heurté, même s'il s'en défendra par la suite, en disant qu'on parle aussi bien du peuple français, sûr de lui-même et dominateur, dans les années 1960. Mais c'est par le jeu de ces rencontres, de cette amitié, de leur correspondance que j'ai cherché à m'incarner. Et puis il y a Romain Gary, publiciste, Romain Gary livrant pour l'opinion américaine et exclusivement pour l'opinion américaine un portrait du général aux moments les plus cruciaux de sa présidence. Le putsch interprété comme tel, la crise de régime de 1958, le jeu des institutions avec l'appel au référendum l'année d'après, le putsch d'Alger, véritable putsch cette fois-ci, et puis le référendum de 1969 sur la réforme du Sénat et d'organisation territoriale. Et Romain Gary parle de la mini-France et des mini-Français à cette occasion, ne comprenant pas la question qu'il leur est posée et révélant finalement une forme de rancune à l'égard d'un héros historique qui les dépasse. Et puis il y aura des textes en 1970 à la mort du général et d'autres textes sur Malraux. Et tout cela nous montre cette amitié d'écrivain à écrivain, d'estime mutuelle, d'une attention réciproque et d'un secours que portera l'écrivain Romain Gary à chaque moment crucial de la vie du général de Gaulle, de la vie publique du général de Gaulle. Et il y a une dernière image, et je vais en terminer par là pour répondre à votre question. C'est le gaullisme militaire héroïque de Romain Gary, davantage que le gaullisme politique. Même si ses écrits sont éminemment politiques, ils ne sont pas le reflet d'une idéologie, ils sont le reflet d'un attachement à l'homme et à son sacrifice. Eh bien, cette dernière image, c'est Colombey-les-Deux-Églises, le 10 novembre 1970. C'est une alouette de l'armée de l'air qui survole la Boisserie et qui se pose à la hâte. Ils sont en retard. Malraux en descend et à ses côtés Romain Gary. Et on voit Romain Gary qui boutonne sa vareuse militaire. Il a remis son blouson d'aviateur pour rendre un dernier hommage, un dernier salut militaire au général de Gaulle. Et dans cette petite chapelle de Colombey-les-Deux-Églises, le village du général, n'était admis que la famille et les compagnons. Les ministres étaient à Paris, les délégations étrangères étaient aux Invalides.
n'était admis que la famille et les compagnons. Et sur les images d'archives que l'on voit, parmi les tout premiers à adresser ce salut militaire, après le chancelier de l'ordre, il y a Malraux et Gary qui fait ce salut militaire devant la tombe. Et j'aurais peut-être une toute dernière question, on a très peu de temps désormais, mais une toute dernière question, c'est Romain Gary, l'Européen. Il a cette très belle formule où il disait ce qui manque à la civilisation européenne, c'est la part Arthur Rimbaud. Et je fais le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure concernant les écrivains, l'Europe, la civilisation européenne. C'est un écrivain européen d'expression française qui ne peut être capté par aucun pays finalement, même si c'est la France qui l'aura choisi pour incarner un idéal universel. Et c'est un écrivain traduit et qui circule aujourd'hui en Europe. Et c'est une grande singularité du point de vue de l'histoire littéraire. Et on va vous applaudir à nouveau. Merci encore d'être venu ici à Sofia. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et merci à vous, cher Luc. Merci beaucoup. Et puis merci aussi à nos amis, à notre public, à votre fidélité de nous avoir suivis pendant toute cette semaine consacrée à Romain Gary ici à Sofia.